Pendant que Yi traque un héritage occidental volé, le grand Xia se met en marche pour reprendre la ville de l'Ouest, sans savoir que deux monstres en pleine évolution attendent justement de transformer cette campagne en massacre. Bon retour sur Plotoria. Précédemment, Azur Dragon avait scellé le regard du démon lunaire, testé la force de Yi et lui avait confié un héritage de cultivation corporelle de très haut niveau, récupéré sur un guerrier occidental. Après avoir sauvé le club du sang du dragon et battu les challengers de l'université de Huadu, Yi était entré dans l'espace d'esprit martial. Sauf que son gardien l'avait pris pour un autre voleur et refusait de l'aider. Notre gars avait donc décidé de traîner ce PNJ de quête récalcitrant avec lui pendant l'épreuve. Yi doit maintenant découvrir la véritable épreuve de cet héritage, tandis qu'une guerre à l'échelle nationale offre l'occasion parfaite à un ennemi caché au sein même du Grand Xia. Si la série vous plaît, pensez à laisser un like et à vous abonner pour la suite. On continue. Le vieux gardien maudissait Yi-He pour avoir démonté sa calèche, tandis que le régresseur posait tranquillement son énorme épée sur son épaule avant de s'excuser. Puisque le vieil homme régnait sur cet espace d'esprit martial, notre gars allait forcément devoir l'embêter un peu pour qu'il lui serve de guide. Le gardien renifla avant d'admettre que Yi avait au moins de meilleures manières que le voleur aux cheveux azur venu avant lui. D'après lui, il leur suffisait de suivre les traces de brûlure pour atteindre l'épreuve. Après un moment de trajet, Yi balaya la plaine vide du regard et constata que les traces avaient disparu. Quelle galère! Sous son chapeau, un sourire sournois se dessina sur le visage du vieil homme. Ce gamin naïf croyait vraiment qu'on allait le conduire jusqu'à l'héritage. En réalité, le gardien comptait le laisser se perdre dans cet espace pour l'éternité. Mais notre protagoniste observa le sol et remarqua qu'il n'y avait aucune empreinte. En se protégeant les yeux, il se demanda si leur cible n'était pas partie dans les airs. Un oiseau noir traversa la lumière du soleil au-dessus de la plaine, confirmant sa théorie. Le vieil homme fut surpris de voir le gamin repérer l'indice essentiel aussi vite. Avec une telle perception et un tel talent, c'était vraiment dommage que Yi ne soit pas l'un de ses véritables descendants. Yi expliqua que les créatures capables de voler ne construisaient jamais leur nid dans les endroits les plus bas. Comme toute cette région n'était qu'une immense plaine, il n'avait qu'à continuer dans la même direction jusqu'à trouver son point culminant. Notre gars se retourna avec un sourire joueur et demanda au gardien de lui prêter son cheval. Le vieux ne put répondre que par un grognement vaincu. Très vite, des sommets déchiquetés et couverts de neige apparurent au-dessus d'un immense océan de nuages. Yi et le gardien foncèrent vers eux sur la monture démoniaque, des flammes bleues rugissant autour de ses sabots. Sans prévenir, le cheval se cabra et les nids de panique, mettant brutalement fin à leur course. Yi comprit que la bête avait senti un danger. Leur destination ne devait plus être très loin. C'est alors qu'un gigantesque dragon blanc à plusieurs têtes apparut dans le ciel orageux. Yi le contempla, sidéré, et demanda ce que c'était que ce truc avant de reconnaître l'ennemi juré légendaire de l'empereur d'Imola, la calamité dévoreuse d'étoiles. L'une des énormes têtes du dragon ouvrit la gueule et leur lança un rayon brûlant. Une gigantesque boule de feu descendit à travers les nuages, sa lumière aveuglante engloutissant Yi et le vieil homme en contrebas. L'attaque frappa le sol et explosa en une violente colonne de flammes, d'énergie et d'ondes de choc. Alors que ses vêtements partaient en fumée, le gardien se moqua de Yi, devenu selon lui un grain de poussière de plus consumé par la colère du dragon. Lui-même ne pouvait pas mourir dans cet espace, donc il n'avait absolument rien à craindre. Sous la bête rugissante, il rajusta son large chapeau et soupira. Le gamin était encore beaucoup trop jeune. La véritable épreuve n'avait jamais demandé de tuer le dragon blanc à plusieurs têtes. Le challenger était censé trouver un objet spirituel gardé par des bêtes dans les montagnes enneigées, l'offrir au dragon, gagner son approbation, puis seulement recevoir l'héritage. Azur Dragon avait été l'unique exception. Après sa percée, cette brute aux cheveux azur avait tout simplement massacré le dragon avant de s'emparer de l'héritage. Avec son niveau de cultivation actuel, Yi aurait dû mourir dès la première attaque. Sauf que le gardien remarqua soudain quelque chose d'impossible. Le gamin était toujours vivant, et il y avait quelque chose de profondément anormal dans son corps. De l'énergie bleue crépitait autour du torse nu et musclé de Yi tandis qu'il souriait.
Lors de sa première visite dans l'espace d'esprit martial, sa faible compatibilité l'avait empêché d'utiliser la moindre puissance de modèle. Maintenant que le modèle fusionnait avec son âme, il pouvait enfin manifester sa force ici. Autant dire que l'épée brisée qu'il comptait utiliser ne servait plus à rien. Le nouvel atout du Dracofaucon invita le dragon à découvrir sa véritable puissance. Le vieil homme recula, incapable d'y croire. Ce gamin était lui aussi un monstre ou quoi? Yi libéra les cellules de Dimola compatibles à 60 et 11%, puis leur fit dévorer la puissance de sa forme anthropomorphe géante pour créer la forme complète de Dimola. Des mâchoires tranchantes surgirent dans de l'immense corps de Dieu-démon. Yi savait que la transformation prendrait fin dès que la force humanoïde et l'énergie nucléaire seraient épuisées, ce qui lui laissait environ 2 minutes et demie. Mais franchement, c'était largement suffisant. Le dragon à plusieurs têtes poussa un cri strident et se jeta sur lui, ses énormes mâchoires, couvertes d'écailles rouges, claquant dans sa direction. Notre protagoniste attrapa la calamité dévoreuse d'étoiles par le cou avec une griffe colossale. Le combat entre Dimola et la calamité dévoreuse d'étoiles venait officiellement de commencer. Depuis le sol, le gardien eut la seule réaction vraiment raisonnable. Putain de merde. Yi écrasa le dragon contre le sol avec une telle violence que la terre éclata, les rochers s'envolèrent et même le vieux gardien fut projeté dans les airs par l'onde de choc. Alors que les têtes du dragon ressortaient du nuage de poussière, notre héros lui proposa de rejouer un combat classique à l'intérieur de l'espace d'esprit martial. La bête flottait au-dessus de lui, entourée d'anneaux d'énergie lumineux, mais Yi n'allait certainement pas se laisser malmener, juste parce qu'il ne savait pas voler. Une énergie bleue éclatante se concentra autour du régresseur transformé. Il rappela à ce débile volant que lui aussi possédait des attaques à distance. La puissance bleue crépita autour de l'énorme tête draconique du protagoniste, tandis que Dimola chargeait un rayon dévastateur. Toutes les têtes ennemies répondirent avec leur propre rayon jaune. Les attaques se percutèrent en plein ciel et provoquèrent une explosion aveuglante entre les montagnes. Les flammes et les ondes de choc ravagèrent le ciel, mais ce n'était pas un simple duel de rayons. Le régresseur traversa directement l'explosion et lança Météor Empereur Dimola. L'une des têtes du dragon siffla de terreur en voyant l'attaque foncer droit sur elle. Les lames d'énergie du jeune artiste martial déchirèrent la créature, tranchant coup après coup et pulvérisant plusieurs de ses têtes. En regardant le monstre ensanglanté en contrebas, Yi constata qu'il ne lui en restait plus que 3. Ça lui rappelait justement un autre dragon à 3 têtes. Notre héros réduisit la distance, attrapa 2 de ses derniers coups et déclara que même 3 têtes ne le sauveraient pas cette fois. Yi libéra un rayon bleu à bout portant directement sur les têtes restantes. La calamité dévoreuse d'étoiles disparut au cœur d'une explosion colossale de fumée bleue et d'ondes de choc violentes. Lorsque la lumière se dissipa, Dimola tenait dans une main l'énorme cœur du dragon, couvert de sang. Le corps de dieu-démon de notre gars dominait les montagnes enneigées. Il leva le cœur brillant si haut que sa main semblait toucher le ciel. À bonne distance, le gardien se demanda s'il n'était pas tombé dans une illusion. Comment quelqu'un sous forme de monstre pouvait-il massacrer le dragon blanc à plusieurs têtes avec une puissance aussi écrasante? Le vieil homme se figea soudain en voyant quelque chose descendre droit sur lui. L'énorme cœur s'écrasa dans la neige juste devant lui, le projetant en arrière sous une nouvelle onde de choc glacial. Yi atterrit sur l'organe sous forme humaine et soupira. Se déchaîner à l'intérieur du corps d'une bête géante, c'était incroyablement satisfaisant. Puisque tuer le dragon avait révélé l'emplacement de l'héritage, il annonça au gardien qu'il n'avait plus besoin de ses services. Sauf que le vieux, furieux, lui répondit qu'il pouvait toujours rêver. Avec un grand sourire, notre gars admit qu'il s'attendait exactement à cette réponse. Très bien, il irait chercher l'héritage lui-même. Une énergie sombre jaillit tandis que le protagoniste enfonçait profondément un bras cuirassé dans le cœur du dragon. La chaleur était insupportable, comme si sa chair baignait dans du fer en fusion. La sueur ruisselait sur le visage de Yi, tandis qu'il sentait son bras commencer à fondre. Son regard se durcit. Notre héros l'avait trouvé. Ce qui se cachait à l'intérieur était extrêmement lourd, mais le protagoniste, enfoncé jusqu'à la taille dans le cœur, tira de toutes ses forces et finit par extraire une relique sombre et enroulée, dégoulinante de liquide noir. Le gardien fixa l'objet mystérieux, complètement sous le choc.
L'héritage du corps d'armure du démon terrestre se déroula soudain, projetant des vrilles sombres vers Yi. Des tentacules et des pointes acérées s'enroulèrent autour de ses membres, percèrent sa peau et fusionnèrent avec son corps, comme le pull tricoté le plus hostile de l'histoire. En quelques secondes, l'armure du dragon abyssal le recouvrit presque entièrement. Le vieil homme ne put que rester bouche bée devant l'armure achevée. Il comprenait maintenant pourquoi ses descendants avaient tous échoué. Leur corps ne supportait ni le poids de l'armure ni le sang qu'elle leur aspirait. Même Azur Dragon n'avait reçu que 90% de cet héritage, ce qui faisait de Yi le premier artiste martial en 1000 ans à obtenir sa reconnaissance complète. Quand le gardien exigea une explication, notre gars répondit simplement qu'il avait mis l'armure et que ça avait marché. Il y avait quelque chose de compliqué là-dedans? Le vieux serra le poing, le traita de petit enfoiré, puis laissa retomber sa main et décida de laisser tomber. Puisque l'ancêtre avait reconnu Yi et que la famille n'avait plus aucun héritier, le gardien accepta finalement que transmettre cet héritage à un successeur plus approprié n'était peut-être pas une mauvaise chose. Au moins, cet héritage ne serait pas déshonoré. Et là, Yi mentionna tranquillement qu'il semblait manquer quelque chose. Il y avait forcément un deuxième volume à cet héritage. Le vieil homme explosa aussitôt, accusant ce voleur sans aucune honte de vouloir mettre la main sur tous les trésors de sa famille. Notre protagoniste expliqua que l'armure du dragon abyssal était un art de cultivation externe extrême. Sans une méthode interne tout aussi puissante, son poids broyerait les os d'un guerrier ordinaire, pendant qu'elle aspirerait sa chair et son sang. Ce n'était qu'en réunissant les deux moitiés qu'on obtenait la technique complète de forge corporelle. Et une technique martiale Tiangang était beaucoup trop rare pour être abandonnée. 7 jours plus tard, Yi dormait comme un bébé dans son lit, en ronflant comme un malade. Son téléphone s'alluma soudain et vibra sur la table de chevet. Yi répondit à Chuju depuis sous sa couverture et lui expliqua qu'il avait passé 80% de la semaine à dormir et à s'entraîner dans ses rêves, car l'armure du dragon abyssal contenait une quantité énorme d'informations qu'il devait assimiler lentement. Lui apprit que Liu Qingzu et lui avaient quitté l'hôpital la veille. Ils étaient passés au centre d'activité de l'université pour récupérer les récompenses de leur mission, mais le responsable des missions étudiantes leur avait expliqué que celle de Yi devait être réglée personnellement dans le bureau du proviseur. Toujours en train de baver sous sa couverture, le régresseur se demanda si le président Shi avait prévu une nouvelle petite discussion en tête-à-tête avec lui. Peu après, Yi arriva à la tour de l'Arche Céleste, le centre névralgique de la ville flottante de l'université de Huadu. Dans l'immense hall, une femme parfaitement habillée salua l'étudiant Yi He et annonça qu'elle l'attendait. Elle se présenta comme Nua et lui expliqua que le président Shi l'attendait à l'étage. Yi accepta de la suivre, mais remarqua qu'elle ne possédait aucun ki martial et ne donnait pas non plus l'impression d'être une personne ordinaire. Et si elle n'était tout simplement pas humaine? Dans l'ascenseur, notre protagoniste n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à sa guide silencieuse pendant qu'il montait. Nua lui demanda calmement si l'étudiant Yi He était intrigué par son corps. Pris de court, il insista sur le fait que seules les technologies de pointe l'intéressaient. Elle répondit que ce n'était pas la même chose et commença à déboutonner son chemisier. Yi devint rouge vif et paniqua, essayant désespérément de lui expliquer qu'elle avait complètement mal compris. Nua ouvrit son vêtement et révéla une cage thoracique mécanique ainsi qu'un noyau bleu lumineux. Son corps de service produit en série était très différent de celui d'une femme humaine, et seul son visage était imité pour paraître plus accessible. Notre héros comprit enfin ce qu'elle voulait dire. La technologie de l'université de Huadu était vraiment à la pointe. Mais elle lui avait foutu une sacrée peur. L'écran de l'ascenseur indiqua le 667e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Nua s'inclina et lui indiqua le bureau du proviseur, ce qui lui valut un remerciement poli. À l'instant où Yi posa le pied dans le couloir, l'espace se déforma autour de son pied et une étrange sensation envahit tout son corps. Le protagoniste fut brutalement projeté sur un fauteuil confortable dans une autre pièce. Le président Shi Jingwen lui demanda s'il avait appris le manuel qu'Azur Dragon lui avait donné après avoir dormi aussi longtemps. L'étudiant, complètement perdu, comprit peu à peu qu'il se trouvait déjà dans le bureau du proviseur, tandis que Jingwen lui proposait tranquillement un thé amélioré par l'Institut de recherche à partir d'une espèce issue d'un royaume secret.
Yi demanda si ce déplacement soudain avait quelque chose à voir avec l'espace. Le président confirma que sa technique pouvait transformer l'espace dans une certaine zone, et notre protagoniste se rappela comment Jingwen avait sauvé Zhou Yanting. Une méthode de cultivation liée à l'espace devait forcément se situer au même niveau terrifiant que l'arrêt du temps. Le président lui expliqua que ces points académiques ainsi que ses cartes d'accès aux ressources de l'université de Huadu avaient déjà été créditées sur son compte. En tant que principal contributeur d'une mission de niveau 5, il pouvait également choisir 2 techniques martiales, 10 chats de son choix, et commander une arme de haut niveau entièrement personnalisée. Notre gars fixa le vide. Pour l'instant, il n'avait besoin ni d'armes, ni de techniques martiales. À la place, Yi demanda l'accès au dossier concernant les verrous génétiques et promettait. Il commença à insister sur le fait que sa curiosité était parfaitement innocente, mais Jingwen coupa court à cette explication plutôt suspecte et accepta tout simplement. Le protagoniste ne put s'empêcher de se demander si ce vieux pouvait carrément voir le script. Jingwen se leva et lui proposa de l'emmener immédiatement aux archives. Yi hésita parce qu'il n'avait même pas fini son thé. Le proviseur ouvrit une immense porte et lui assura qu'il pourrait boire après. Yi entra, regarda devant lui et resta tellement choqué qu'il n'arriva même pas à terminer sa phrase. Notre gars venait de découvrir la moitié d'un cerveau organique colossal flottant dans une cuve remplie de liquide lumineux. Il demanda à quelle créature appartenait ce truc, et surtout pourquoi il n'en restait que la moitié. Jingwen lui révéla qu'il s'agissait de l'ordinateur central de Nuwa et de son véritable corps. La femme de service en bas n'était qu'un corps porteur contrôlé par une IA, tandis que ce cerveau sectionné avait autrefois appartenu à Prométhée, plusieurs décennies plus tôt. Yi ouvrit grand les yeux. C'était donc le cerveau du tout premier démon d'un autre monde capturé, vivant par l'humanité. Prométhée avait été assez fou pour démembrer un être transcendant. Alors forcément, créer le projet Eden, unifier la planète et répartir toutes les ressources humaines devait leur sembler aussi banal qu'un mardi matin. Le proviseur Shi prononça le nom de Nuwa et le superordinateur répondit aussitôt qu'elle était présente. Sous les yeux du jeune artiste martial, Jingwen ordonna à Nuwa d'exporter les données. Elle obéit. Jingwen retira ensuite une petite clé USB de la console et expliqua qu'il y avait sauvegardé une partie de Nuwa. Elle pourrait répondre à beaucoup de questions de Yi. Le nouvel atout du Dracofaucon commença à transpirer. Nuwa gérait d'innombrables secrets majeurs, des missions stratégiques et des informations concernant à la fois l'université de Huadu et le Grand Xia. Et Shi Jingwen venait simplement de la lui confier. Soit cette confiance était irréelle, soit une conspiration se préparait tranquillement en arrière-plan. Le président dit à Yi d'arrêter de fixer la clé. Rien que faire entrer un étudiant ici en privé enfreignait déjà le règlement. Alors mieux valait repartir avant que quelqu'un ne les remarque. Notre protagoniste resta sidéré. Le proviseur lui-même venait littéralement de l'entraîner dans une violation du règlement de l'université. Ailleurs, un homme musclé aux cheveux verts méditait torse nu, tandis qu'une aura verte écrasante jaillissait autour de lui. Ses yeux s'ouvrirent brusquement dans une lumière verte éclatante, et Xiang Jianzhuang rugit de triomphe alors que sa puissance explosait autour de son corps. Accroupi sous l'aura tourbillonnante, Jianzhuang se vanta d'avoir accompli en un seul semestre un parcours qui demandait plus d'1 an aux étudiants ordinaires de l'université de Huadu. Même les génies avaient leur niveau, et lui se considérait clairement comme un 9 sur 10. Le génie autoproclamé ouvrit les portes de la salle d'entraînement avec un rire triomphant, pour tomber sur Yi, qui l'attendait dehors et lui demander s'il avait enfin terminé. Jianzhuang reconnut l'homme dont Ouyangze lui avait parlé et sourit. Son ennemi venait de se livrer directement à sa porte. Notre protagoniste le regarda d'un air blasé et supposa qu'il était encore un membre du club du sang du dragon. S'il avait quelque chose à régler, il pouvait aller voir Ouyangze. Yi, lui, voulait juste utiliser la salle d'entraînement. Jianzhuang l'accusa de faire l'idiot et commença à se présenter comme le roi des premières années, celui qui avait écrasé Zhou et failli faire disparaître le club du sang du dragon. Avant qu'il puisse terminer son incroyable surnom, Yi lui colla un coup tranchant d'une vitesse fulgurante en plein front et interrompit son discours à « roi des premières années ». Notre gars enjamba l'obstacle inconscient en se plaignant qu'il n'avait pas arrêté de parler tout en bloquant la porte.
Jian Zhuang n'apprendrait la suite qu'après s'être réveillé de son coma, une semaine plus tard. Ces portes scellées donnaient accès à une salle de cultivation avancée exclusive, réservée aux étudiants dotés de talents spéciaux. Une fois à l'intérieur, Yi posa une main près de son anneau spatial et sourit. Plus personne ne pouvait le déranger, et le roi des monstres avait faim. Des centaines de noyaux de bêtes lumineux remplirent la salle. Il y avait tout ce que le président du club du sang du dragon avait accumulé, tout ce qu'il avait reçu grâce aux subventions de l'université de Huadu, ainsi que tout ce qu'il avait acheté lui-même. Nourrir le modèle du général empereur avec l'ensemble déclencherait une métamorphose par sommeil et libérerait une énorme quantité de radiation nucléaire à mesure que sa compatibilité augmenterait. Voilà pourquoi le régresseur avait demandé à sa bonne électronique, Nua, d'ouvrir la plus grande salle scellée. Depuis qu'il l'avait reçue, l'université de Huadu ressemblait presque à sa propre maison. Peu importe ce qu'il voulait, elle lui ouvrait tout sans la moindre procédure. Yi admit que les privilèges des autres le révoltaient, mais que les siens étaient absolument magnifiques. Il ordonna à Nua d'activer le blindage énergétique de la salle, et elle lui répondit docilement en l'appelant « Seigneur Yi ». La barre de compatibilité continua de grimper, mais notre protagoniste répétait que ce n'était toujours pas assez. Encore, encore et encore, jusqu'à ce que même cette montagne de noyaux ne suffise plus. Une énergie bleue engloutit l'utilisateur de modèles monstrueux tandis qu'il réfléchissait aux défauts des modèles de haut niveau. Chaque augmentation exigeait des ressources exponentiellement plus nombreuses et de meilleure qualité, ce qui rendait leur progression absurdement lente. Un modèle incapable de devenir rapidement une véritable force de combat ne ferait que ralentir son utilisateur. C'était justement pour ça que Yi continuait à développer les arts martiaux en parallèle de son système surnaturel. Son téléphone afficha un avertissement de sécurité lié à une forte énergie, mais le régresseur savait que même les cheats devaient être utilisés intelligemment. Après tout, un protagoniste bourré de cheats pouvait toujours perdre ou mourir. L'horloge de la salle indiqua 3 heures, 35 minutes et 44 secondes. Un gigantesque cristal bleu se forma autour du régresseur et emprisonna son corps immobile à l'intérieur. Les yeux du protagoniste brillaient à travers ce cercueil de cristal. Lorsqu'il s'ouvrirait, le roi des monstres apparaîtrait. Très loin de la salle, d'immenses transports avancés traversaient le ciel au-dessus des nuages. Flottant au-dessus de l'université de Huadu, le président Xi annonça le lancement du plan de rétablissement du Grand Xia. 70% des artistes martiaux du pays partaient en guerre. En observant les milliers d'étudiants alignés dans des formations parfaites, Jingwen déclara que les guerriers du Grand Xia reprendraient les 12 villes tombées. Une flamme de passion brillait derrière ses lunettes rondes, tandis qu'il ordonnait à chaque étudiant de Huadu d'embraser sa bannière de fumée de sang. Une aura rouge jaillit de tous les artistes martiaux assemblés, qui répondirent d'un seul rugissement. Leur fumée de sang s'éleva en une immense colonne rouge, s'entremêlant au milieu du choc entre kiki martial et énergie sanguine. Le président donna un nom à cette puissance, l'esprit de bataille, leur détermination à reprendre les terres perdues et à restaurer le Grand Xia, même si cela devait leur coûter la vie. Les bras écartés dans les airs, Jingwen rappela aux étudiants qu'ils connaissaient leur mission et que beaucoup s'étaient déjà préparés à se sacrifier. Mais il avait encore un ordre à leur donner. Ils devaient revenir vivants, parce que tant qu'il y avait de la vie, il restait de l'espoir. L'université de Huadu serait toujours leur foyer et attendrait leur retour, peu importe combien de temps cela prendrait. Jingwen leva ensuite le poing et ordonna à tous les artistes martiaux de l'université de prêter serment avec lui. Il cria « Devant nous, aucun ennemi !» Des milliers de voix répétèrent le serment comme une seule armée immense. Pendant ce temps, Yi, le fauteur de troubles numéro 1 de l'université et toujours porté disparu, restait tranquillement enfermé dans son cristal lumineux. Notre héros s'était visiblement lancé dans un cosplay de Goku à l'intérieur du vaisseau de Freezer. La seule différence, c'est que l'utilisateur de modèles monstrueux ne récupérait pas, il absorbait encore davantage de puissance. Dans une autre installation, des soldats en armure baissèrent la tête devant la directrice Yuyan. L'ancienne chercheuse de niveau 2 de Prométhée était devenue cadre chez Oiseau Laser.
Yan énuméra l'année catastrophique de l'entreprise. Le gène doré avait été volé, une base importante avait été infiltrée et une escouade d'élite avait été éliminée. Le conseil soupçonnait qu'un seul ennemi se cachait derrière tout ça, sans avoir de preuves. Même après que Lion Noir avait nettoyé entièrement le temple Jinshan, le Dracofaucon avait accusé Oiseau Laser et seule la campagne de reconquête avait empêché le Grand Xia d'écraser l'entreprise. Avec les artistes martiaux du pays concentrés sur les villes tombées, Oiseau Laser pouvait enfin respirer. Yan avait profité de cette occasion pour libérer un certain monstre. Une ombre gigantesque se dressait derrière elle. Il s'agissait de -1, le produit raté des expériences de première génération sur le gène doré, une véritable boîte de Pandore capable de précipiter l'humanité dans la ruine. Malgré son instabilité, le gène doré présent dans son corps lui permettait de sentir tous les autres échantillons. C'était donc le seul limier capable de retrouver celui qui avait été volé. Yan s'arrêta devant un immense coffre-fort technologique entouré d'écrans holographiques. Elle sortit de son manteau toute une chaîne de cartes-clés métalliques, parce qu'une seule clé n'était visiblement pas assez dramatique pour un coffre-fort géant, puis les inséra une par une dans le terminal. La cadre ouvrit l'énorme porte avec tout le cérémonial que la scène méritait. À l'intérieur, un sarcophage métallique ornementé façonné comme le visage d'un vieillard reposait sous une lumière bleu pâle. En levant les yeux vers le cercueil scellé, Yan l'appela -1. Elle avala une pleine poignée de pilules comme une véritable folle furieuse avant d'éclater de rire. Il était temps que le monde découvre la terreur de cette créature. Plus tard, un élégant jet noir traversait les nuages à toute vitesse. Dans sa soute, 2 techniciens en armure surveillaient le sarcophage verrouillé, tandis qu'un autre agent le contrôlait depuis une tablette. Une voix inquiétante gronda derrière des dents métalliques et leur ordonna de continuer à voler dans la direction qu'elle indiquait. Une soldate aux bras cybernétiques dorés salua avant d'avertir le capitaine que le limier les guidait vers la ville de l'Ouest. Le capitaine reconnut immédiatement la ville tombée que le Dracofaucon s'apprêtait à reprendre. Ses soldats lui assurèrent que, sauf si le voleur était un grand maître, leur escouade pouvait encercler et tuer même un instructeur martial Xuanwu. Sous son commandement, il n'avait jamais échoué et pouvait échapper à n'importe qui, à l'exception de la première division du Dracofaucon. Parfaitement calme sous sa casquette verte, le capitaine ordonna à Eve de bloquer les signaux du jet, de pirater le système de vol et d'activer le pilote automatique. L'intelligence du vaisseau obéit à son exécuteur. L'appareil furtif dévia soudain de sa trajectoire, tandis que ses commandes étaient prises à distance. Des parasites déchirèrent les écrans du cockpit. Une soldate commença à prévenir que l'avion était hors de contrôle, mais sa voix paniquée se transforma soudain en un rire étrange. Le bras doré du capitaine jaillit et tua l'un de ses propres soldats d'un seul coup sanglant. Les survivants reculèrent, horrifiés, et exigèrent de savoir depuis quand leur capitaine était devenu un traître. Avec un sourire froid, il les corrigea. Ils n'avaient jamais appartenu à Oiseau Laser, donc ils ne pouvaient pas les trahir. Ils pourraient toujours le punir en enfer plus tard, mais pour l'instant, c'était eux qui devaient mourir. Un soldat terrorisé n'arriva qu'à balbutier le mot « capitaine ». Pendant que l'exécuteur massacrait tous les passagers, un rire ravi s'éleva du cercueil. Ils étaient tous morts. Une langue gigantesque sortit du sarcophage, comme celle de Venom, et supplia son frère de lui donner du sang. Tenant un cœur fraîchement arraché dans sa main cybernétique, l'agent expliqua que chaque membre de l'escouade était un grand instructeur martial. Le limier pouvait donc profiter de leur cœur. Il laissa tomber les organes dans le cercueil et annonça que -1 était libre. Le monstre se lécha les lèvres, mais réclama tout. Quelques cœurs étaient très loin de lui suffire. Avec un sourire en coin, le capitaine se dit qu'il était un agent secret de la Fédération de Brighton du Nord, et que sa mission avait pourtant fini par le transformer en gars chargé de nourrir un chien. Au-dessus des corps éparpillés, -1 demanda à son libérateur ce qu'il voulait en échange. L'agent appuya sur la commande de la trappe et lui dit de se défouler librement à travers le Grand Xia. Son pays ne voulait surtout pas voir cette nation renaissante reprendre ses villes perdues. Puis il se jeta en arrière hors de l'appareil, choisissant très intelligemment de partir avant que -1 ne le mette lui aussi en pièces. Les cadavres des grands instructeurs martiaux serviraient de premier festin au limier depuis sa sortie de prison. Le jet noir continua sa route à travers les nuages pendant que l'agent secret plongeait dans le ciel à découvert.
Une aura rouge explosa autour du sarcophage. Un éclata de rire. De chien de chasse chargé de retrouver des objets, il venait de devenir un chien enragé, lâché pour mordre absolument tout le monde. Tous l'avaient sous-estimé. Et maintenant, il voulait les déchirer puis les avaler entièrement. Les lourdes vis qui maintenaient sa prison commencèrent à trembler avant d'être projetées dans toutes les directions. Sa cage métallique hérissée de pointes vola en éclats au milieu d'un nuage de poussière. Découpé par la lumière de la trappe ouverte, -1 se releva dans les débris et s'avança vers la sortie. Le monstre étira son corps sombre et couvert de pointes, son cerveau exposé au-dessus de plusieurs rangées de dents tranchantes. D'abord, il compléterait son gène doré, accomplirait une véritable transformation et deviendrait un dieu. Après ça, plus personne n'oserait jamais le traiter comme un chien. Plus tard, la ville de l'Ouest était devenue un champ de bataille. Des avions militaires tiraient des lasers à travers les ruines en flammes, tandis qu'une transmission ordonnait aux troupes au sol de quitter la zone de bombardement. L'attaque devait attirer toute la marée de bêtes de la ville vers un seul endroit. Une fois les défenses environnantes affaiblies, une petite escouade d'assaut dirigée par un maître des arts martiaux devait infiltrer le cœur de la ville et décapiter le suzerain. Une immense bête ailée descendit du ciel, les serres tendues vers l'un des appareils. Ses griffes éventrèrent l'avion pour révéler une cabine complètement vide, parcourue d'étincelles électriques. L'oiseau se figea lorsque 6 yeux lumineux détectèrent une autre présence juste au-dessus de lui. -1 était accroupi sur sa tête et riait comme un malade. Avec un sourire dément et la langue pendante, le monstre annonça qu'il avait envie de goûter un autre genre de nourriture. Il bondit à une vitesse terrifiante et enfonça une main dans la chair de l'immense oiseau. Des racines lumineuses se propagèrent depuis ses doigts à travers tout le corps de la créature. Puis des vrilles rouges jaillirent de l'intérieur comme de l'extérieur, arrachant un rugissement de douleur à la bête. Alors que l'avion vide tombait au loin, un cocon sombre de chair grouillante engloutit entièrement l'oiseau qui se débattait. Quelques instants plus tard, -1 ressortit avec d'énormes ailes et des serres, flottant dans le ciel avec un sourire satisfait. 6 yeux brillaient au-dessus de sa bouche, remplis de crocs, tandis qu'il célébrait la richesse de l'écosystème génétique de la ville de l'Ouest. Ce magnifique buffet pouvait parfaitement restaurer son corps endommagé. Après seulement quelques heures, la ville de l'Ouest était devenue plus calme que jamais. Un autre jet tomba en flammes et s'écrasa au milieu des gratte-ciel en ruine, déclenchant une immense colonne de feu et de fumée. Un artiste martial courant vers le crash supplia Sir Liu de se dépêcher pour sauver les occupants. Liu avertit Xiao Zhang de ne pas paniquer. Ce qui avait détruit l'appareil pouvait encore rôder dans les environs. Xiao Zhang lui rappela qu'elle était une grande instructrice martiale et affirma qu'aucune bête des faubourgs de la ville de l'Ouest ne pouvait rivaliser avec elle. Un autre coéquipier approuva. S'ils avaient déjà peur de la périphérie, inutile d'espérer progresser jusqu'au centre. Sir Liu hésita, puis ordonna à tout le monde d'avancer prudemment. Le groupe s'immobilisa net. Un homme aux longs cheveux était assis au sommet d'une montagne de monstres massacrés, mangeant tranquillement de la viande de bêtes crues. En sueur, Xiao Zhang comprit que cet inconnu avait tué à lui seul toutes les créatures attirées par le crash. Il se demanda si c'était un artiste martial instable qui s'était faufilé dans la ville au milieu du chaos. La créature aux longs cheveux tourna son cou dans leur direction et braqua 6 yeux lumineux sur les nouveaux arrivants. Son sourire ensanglanté s'élargit. La proie avait mordu à l'hameçon. Des vrilles sombres jaillirent du sol et formèrent un cercle autour des artistes martiaux. Xiao Zhang dégaina aussitôt son épée, la chargea d'énergie bleue et lança la technique martiale en taille du vent de Qi. La lame frappa un épais tentacule, mais s'y enfonça sans réussir à le trancher. La sueur coula sur le visage de l'épéiste. C'était comme essayer de couper de la boue molle. Une bouche pleine de dents s'ouvrit le long de la vrille et avala entièrement son épée. Puis la gueule se referma directement sur Xiao Zhang et le dévora en une seule bouchée. Un autre artiste martial resta figé d'horreur. Xiao Zhang venait de se faire manger. La colère de Sir Liu explosa. Elle dégaina ses 2 lames, bondit sur la créature et la traita d'enfoiré. Le monstre retourna la tête comme une chouette, transforma l'un de ses bras en lame et utilisa l'entaille du vent de Qi de Xiao Zhang. Liu se figea en reconnaissant la technique volée.
Comme elle savait ce qui arrivait, la femme réussit de justesse à bondir sur le côté avant que l'entaille ne balaye l'endroit où elle se trouvait. Le vent tournoya autour de ses deux lames, tandis qu'elle reprenait ses distances. Comment cette créature pouvait-elle reproduire parfaitement la technique martiale de Xiaozong ? Une voix inquiétante murmura « Sœur Liu » derrière elle. Elle se retourna brusquement, persuadée que Xiaozong avait survécu d'une manière ou d'une autre. À la place, des voix impuissantes sortirent d'une masse de chair noire grouillante et répétèrent le nom de Sœur Liu. Des visages en larmes se pressaient contre les vrilles. L'un la suppliait de le sauver, un autre hurlait de douleur, tandis que les autres répétaient son nom en implorant son aide. Les yeux de Liu s'écarquillèrent d'horreur. Elle parvint seulement à crier un ordre désespéré. Tout le monde devait fuir. Alors qu'elle hurlait, -1 se dressa derrière elle, son bras lame levé, puis se lécha les lèvres à l'idée de son prochain repas. Après avoir dévoré Liu, la créature commença à prendre une partie de son apparence et essuya le sang autour de sa bouche. Même si cette victime était une femme plus âgée, sa chair était encore ferme, et le gène doré se trouvait quelque part ailleurs dans la ville de l'Ouest. Désormais entièrement déguisé en Liu, -1 comptait rejoindre d'autres équipes d'artistes martiaux en chemin. Une fois que tout le monde serait habitué à elle, ils commenceraient à les manger et profiteraient de leurs expressions absolument inestimables. D'innombrables autres formes de vie puissantes remplissaient encore le champ de bataille. Ces présences ne pouvaient appartenir qu'à des grands maîtres et à des bêtes de niveau suzerain. S'il dévorait des gènes d'une telle qualité, plus personne ne pourrait jamais lui donner d'ordre comme à un chien. En riant comme un fou, il déclara avoir brisé ses chaînes et s'être élevé au rang de démon. Ailleurs, tandis qu'une bête squelettique chargeait à travers les combats, un communicateur avertit qu'une bête démoniaque de niveau seigneur avait percé jusqu'à l'arrière. Le capitaine de l'escouade ordonna à tout le monde de garder son calme, puis lança sa monture blanche cornue en avant de bondir très haut, sa lance prête à frapper. Une puissance verte jaillit de l'arme de Chen Tianyu lorsqu'il plongea et pulvérisa la menace. Face aux flammes des bêtes abattues, le capitaine songea que la puissance de feu dont l'humanité était si fière n'était qu'une bougie devant un tsunami sans fin. À tout instant, la marée de bêtes pouvait l'éteindre. Ce guerrier était Chen Tianyu, doyen de l'Académie des grands maîtres de l'université de Huadu et capitaine de l'équipe d'élite du plan de rétablissement de la ville de l'Ouest. Seules de petites escouades mobiles composées d'artistes martiaux puissants pouvaient tuer les bêtes de haut niveau de la marée, disperser l'essaim et forcer son suzerain à sortir. Son équipe d'assaut de 5 membres, venus de Huadu, avait justement cette mission. Alors que le champ de bataille devenait étrangement silencieux, Dai Qiming, président du conseil étudiant, assura à son professeur qu'il suivait le bon itinéraire. Les éclaireurs de l'avant-garde du Dracofaucon l'avaient identifié comme la meilleure route vers le repère du suzerain. Tianyu avertit qu'à mesure que la cultivation d'un artiste martial progressait, sa vision spirituelle se renforçait elle aussi, jusqu'au point où certains pouvaient apercevoir leur propre mort dans leurs rêves. Qiming devait donc faire confiance à l'intuition de son professeur. Le doyen leva une main depuis sa selle et ordonna à tout le monde de s'arrêter et de se mettre en garde. Qiming obéit immédiatement. Tianyu posa 2 doigts illuminés de vert contre son front et étendit ses sens à travers la zone. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Quelque chose arrivait. Un immense corps enflammé descendit du ciel comme une météorite. Il s'écrasa directement devant l'équipe d'assaut et libéra une gigantesque onde de choc explosive. Le scarabée, aux cornes dorées, se releva dans la fumée, les bras croisés. Il demanda pourquoi les humains s'étaient arrêtés alors qu'il leur avait préparé un si joli cadeau un peu plus loin. Tianyu et Qiming se préparèrent au combat. La cible était confirmée, le suzerain de la ville de l'Ouest, le scarabée aux cornes dorées. Tous les soldats se mirent en formation. Chevauchant au milieu d'éclairs bleus crépitants, le capitaine leva sa lance et commença une technique martiale d'Isha. Il plongea depuis les airs avec l'estoc de lance du dragon de foudre. Le scarabée aux cornes dorées leva les yeux et se moqua de ces humains faibles et ignorants, assez naïfs pour croire qu'un tour aussi minable pouvait le blesser. Une énergie dorée se concentra autour de son énorme poing. Le suzerain allait leur montrer ce que voulait vraiment dire écraser quelqu'un par la force brute. Le poing et la lance s'entrechoquèrent de plein fouet, libérant éclairs bleus, flammes et une violente onde de choc sur tout le champ de bataille.
L'œil du scarabée s'écarquilla en voyant l'attaque tenir bon, et il lâcha. « C'est quoi ce bordel ?» À cet instant, un vieil artiste martial courut sur son bras façon Spider-Man et utilisa l'art secret d'Ishamin de la goutte d'eau qui perce la pierre. Sa technique ouvrit une brèche dans la défense du monstre, permettant à la lance électrifiée de Tianyu de repousser le géant. En retrouvant son équilibre, le suzerain grogna que ses humains rusés avaient clairement étudié ses caractéristiques avant de construire cette escouade tactique. D'immenses ailes se déployèrent derrière lui, tandis que la bête lançait un coup enflammé vers l'expert âgé. Vieux Mu s'était approché un peu trop près à son goût, alors le suzerain décida d'éliminer ce vieux schnock en premier. Un immense porteur de bouclier se jeta entre eux et cria à Vieux Mu de reculer. Son bouclier gravé d'un dragon s'illumina de bleu en encaissant le poing écrasant. Un autre coéquipier donna le signal. Qian forma un seau de main violet lumineux et promit de s'occuper du reste. Flottant dans les airs, les deux bras écartés, elle invoqua une immense forteresse yin-yang. Au même moment, le dernier membre masculin de l'équipe concentra une énergie bleue, dense autour de son poing. Il frappa directement la formation et projeta l'énorme barrière yin-yang de Qian droit sur le suzerain. Des anneaux violets emprisonnèrent le scarabée aux cornes dorées. Sidéré qu'une technique martiale puisse réellement sceller ses mouvements, la créature se débattit contre la formation. Puis un autre membre attaqua depuis les airs et cria les deux mots que tous les fans d'anime attendaient : extension du territoire. Pendant un instant, le manhwa se transforma carrément en Jujutsu Kaisen, lorsqu'un domaine rouge rempli d'innombrables illusions humaines engloutit le scarabée. Même le suzerain reconnut ce que l'humanité appelait d'un domaine. Très haut dans le ciel, Tianyu descendit au cœur d'un immense fantôme de foudre et libéra Seigneur Céleste des 9 cieux, tonnerre primordial mystérieux. Face à cette attaque aveuglante, le scarabée aux cornes dorées admit que le système de cultivation humain avait vraiment du mérite. Il replia ses ailes autour de son corps et fonça directement vers le ciel, reconnaissant que son empereur avait peut-être raison. Leur espèce devrait apprendre des humains. Le suzerain, en pleine ascension, percuta l'éclair descendant de Tianyu, déclenchant une collision aveuglante. Une explosion digne d'une bombe nucléaire se déploya à travers la ville sous la forme d'un gigantesque dôme de flammes, de lumière et de fumée. Après l'explosion, le tank de l'équipe demanda si le suzerain était mort. Un autre artiste martial avertit que la victoire ne pouvait pas être aussi simple. Le blessé gravement suffirait déjà largement à remplir leur objectif. La poussière se dissipa et révéla le scarabée aux cornes dorées, toujours debout, alors même que sa tête et la moitié de son torse avaient été détruites. Il félicita les humains et admit qu'un suzerain ordinaire n'aurait probablement pas survécu à cette attaque. Un liquide sombre se répandit à travers son corps détruit, puis un nouveau bras griffu jaillit de sa chair. Malheureusement pour eux, même les suzerains n'étaient pas tous au même niveau, et cette créature se situait au-dessus des autres. Toute l'équipe d'assaut resta bouche bée. Qian se demanda si les bêtes possédaient elles aussi des formes de transformation rares. Un humanoïde doré et élancé sortit de la carapace brisée. Celle était arrivée. Enfin non, absolument rien à voir. C'était le seigneur insecte aux cornes dorées, deuxième stade de Mu. Le suzerain transformé se brouilla puis disparut si vite que l'équipe fut incapable de suivre son mouvement des yeux. Il réapparut au-dessus d'eux, un seul doigt tranquillement levé, et choisit le gênant Vieux Mu comme première victime. Ses compagnons crièrent à l'ancien de faire attention. Un gigantesque rayon doré jaillit de ce doigt, avant même que qui que ce soit puisse réagir. L'explosion projeta toute l'équipe dans les airs. Ils avaient du mal à comprendre une vitesse aussi absurde. Wu Hong chargea dans son dos avec son bouclier, tandis que Tianyu attaquait furieusement avec l'anse du dragon de foudre. Sans même se retourner, le seigneur insecte aux cornes dorées envoya Wu Hong voler et attrapa la lance de Tianyu d'une seule main. Apparemment, sa transformation avec aura de farming était déjà activée. Le capitaine vit son porteur de bouclier être projeté au loin et cria le nom de Wu Hong. Le seigneur insecte se tourna ensuite vers la majestueuse monture blanche de Tianyu, la frappa pour l'écarter et ordonna à la bête de dégager. Puis, il saisit le capitaine à la gorge et le souleva dans les airs sans effort. Tenant Tianyu d'une main, le suzerain éclata de rire.
Sa petite équipe avait épuisé tous ses tours et n'avait toujours pas réussi à battre un seul adversaire. Alors, comment ces humains comptaient-ils affronter les autres suzerains de la ville de l'Ouest ? Les yeux de Tian Yu s'écarquillèrent d'horreur. Il y avait d'autres suzerains dans la ville de l'Ouest, et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Yi a vaincu la calamité dévoreuse d'étoiles, obtenu l'armure du dragon abyssal dans son intégralité et commencé à pousser encore plus loin son modèle du général empereur. Pendant ce temps, le plan de rétablissement du Grand Xia a débuté et Oiseau Laser a libéré -1 pour retrouver le gène doré volé. Dans la ville de l'Ouest, le scarabée aux cornes dorées est entré dans son deuxième stade de mueux, a écrasé l'équipe d'assaut d'élite de Tian Yu et a révélé qu'il n'était que l'un des nombreux suzerains qui défendent la ville tombée. L'équipe de Tian Yu pourra-t-elle survivre assez longtemps pour se regrouper, ou les suzerains cachés de la ville de l'Ouest vont-ils détruire la campagne de reconquête avant même qu'elle ne commence vraiment ? Si l'épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et partagez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.